questions électorales, une chronique électorale de Bacolo State. Les questions électorales, changez le Congolais, vous changez le Congo. Chers téléspectateurs de Bacolo State, bonjour. Partira pas, touchera pas à l'article 220, modifiera pas la Constitution. Telles sont les questions qui alimentent aujourd'hui actuellement les conversations et débats politiques en RDC. Qu'à cela ne tienne, dans cette conversation se glisse un acteur très important pour l'aboutissement de la démocratie en RDC. Il s'agit ici de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui est chargée d'organiser les élections dans le pays. À l'approche de 2016, la pression augmente, elle monte, les agitations, les tensions, les pétitions se multiplient. Cela témoigne à juste titre à quel point les Congolais restent attachés à ce processus électoral, étant donné que 2006 et 2011 n'ont pas été à la hauteur d'un processus libre, transparent et démocratique. Alors, nous avons eu le privilège, comme en 2011, avec le révérend Ngoï Mulunda, sur ce même plateau, de nous asseoir avec l'abbé Apollinaire Malumalu, président de la CENI. C'était lors de son passage ici à Washington DC, sur invitation du National Endowment for Democracy, une journée marathon qui a connu la participation de 3 panels. Nous avons eu Miss Cindy McCain, la société civile, la CENI, mais aussi le sénateur Russ Feingold, l'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Notre conversation a tourné autour de quelques points essentiels, à savoir la feuille de route proposée par la CENI, les articles 211 et 197, l'audit du fichier électoral, la diaspora congolaise participera-t-elle en 2016, la position dure de l'Église catholique vis-à-vis de son abbé, mais surtout, la dernière question que vous n'allez pas manquer. Les questions électorales avec Gary Iwele, GI, pour Bacolo State. C'est parti. Questions électorales, une chronique électorale de Bacolo State. Les questions électorales, changez le Congolais, vous changez le Congo. Monsieur l'abbé Malumalu, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. D'ailleurs, soyez le bienvenu à Washington. Merci. Alors, on vous prend juste après votre conférence, votre intervention ici au National Endowment for Democracy, qui est l'une des grandes institutions think tank ici aux États-Unis. À l'issue de votre présentation, quelles sont vos impressions? Bon, je pense d'abord que le message est passé. Nous avons montré bien que la CENI est déterminée à organiser des élections qui soient libres, démocratiques et transparentes. Elle va tirer les leçons des différentes élections que nous avons déjà eu lieu. Et j'ai montré quelques éléments structurants de l'organisation des élections en RDC. Et je pense que j'ai bien expliqué que, en premier lieu, ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est qu'on sache que la charte africaine de la démocratie a pu directement articuler 3 éléments clés: élection, démocratie et gouvernance. On n'organise pas les élections pour les organiser. On les organise pour que la démocratie triomphe. Vous savez que la démocratisation, parce que c'était le thème, élection et démocratisation, la démocratisation, c'est un passage progressif d'un système monolithique à un système pluraliste, d'un système autocratique à un système démocratique. Et depuis 1990, le peuple congolais aspire à la démocratie. Il a posé des actes historiques importants comme la conférence nationale souveraine,
comme les négociations politiques intercongolaises, comme la période de transition. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un État qui est régi par la Constitution et les lois, laquelle Constitution a été votée par référendum, un référendum très important, en 2005. Et donc, la première chose sur laquelle nous avons insisté, c'est que la démocratie exige justement qu'il y ait une large participation de la population aux mécanismes de concertation, aux mécanismes de prise de décision et aux mécanismes de contrôle. Et que cette participation-là doit se faire dans un environnement qui ne peut être qu'un état de droit. Cela veut dire un état où tout le monde est sous l'emprise de la loi, qui que vous soyez. Et j'ai noté que les acteurs sociaux et politiques congolais, ce que nous appelons les intellectuels, ont encore un grand effort à faire à lire la loi. Il faut d'abord s'imprégner des dispositions constitutionnelles et légales de chaque processus. En ce qui concerne les élections, j'ai indiqué que la CENI a décidé de commencer par les élections urbaines, municipales et locales. Ce faisant, elle a proposé une large consultation qui est en cours pour savoir, ayant commencé par ces élections urbaines, municipales et locales, comment est-ce qu'elle va harmoniser ça avec les élections de 2016 qui doivent se faire impérativement aussi à 2016. Et donc la CENI a proposé un projet de feuille de route qui respecte la Constitution et qui ne propose pas d'amendement constitutionnel qui puisse concerner l'article 220 de la Constitution. Tout à fait. On va peut-être y revenir, mais Monsieur l'abbé, nous avons ce privilège de vous avoir, puisque aujourd'hui, c'est vous pratiquement qui chapeautez le devenir de la démocratie en RDC, parlant ici des élections. Et pouvez-vous nous rassurer qu'en 2016, il y aura bel et bien élection? La CENI, elle prépare les élections pour 2016, mais ce que je peux vous donner comme nouvelle, c'est que l'année 2015 et l'année 2016 seront des années électorales. Nous les préparons dès maintenant. Cela étant, comme il est de coutume dans le domaine électoral, eh bien, la CENI va d'abord publier une feuille de route. Qu'est-ce qu'on appelle le feuille de route? C'est justement une feuille qui définit les grandes lignes de séquence des élections, conformément à la loi, mais qui indique aussi les exigences pour y arriver. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire simplement une sorte de pétition de principe. Pour y arriver, le Parlement a des obligations, le gouvernement a des obligations, la CENI a des obligations, le pouvoir judiciaire a des obligations, mais aussi les autres parties prenantes du processus électoral. Ce qu'on appelle la feuille de route. Maintenant, quand la feuille de route est adoptée, ça devient un tableau de bord. Un tableau de bord qui demande quoi? Suivi et vigilance. Est-ce que chaque institution a pu réaliser ce qui est prévu à temps? Parce que c'est ça maintenant l'élément clé, la question que vous posez. C'est de dire, est-ce que chacun va réaliser ses activités à temps? La Constitution dit que la CENI veille à la régularité du processus électoral. Donc c'est l'institution qui, à temps comme à contre-temps, est appelée à rappeler chaque institution des exigences et la responsabilité qui lui incombe quant à l'organisation des élections de manière régulière et crédible. Alors, Monsieur l'abbé, compte tenu de la proposition de votre feuille de route, nous voulons citer ici l'article 211 de la Constitution qui vous donne la mission, à la CENI, et notamment celle d'organiser le processus électoral, l'enrôlement des électeurs, la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, le dépouillement et le référendum. Compte tenu de cette mission qui vous est assignée par la Constitution, les langues se délient pour dire que les propositions que vous donnez
sont inconstitutionnels? Vous savez, comme je vous ai dit, beaucoup de personnes parlent de la Constitution, mais je me demande si c'est quelle Constitution dont il parle. Constitution de la République démocratique. Si c'est la Constitution de la République démocratique du Congo, elle a elle-même défini comment une révision constitutionnelle peut se faire. Je vous réfère à l'article 218 de la Constitution. Il y a l'article 219, il y a l'article 220. Ces trois articles encadrent tout. Point n'est besoin de se passionner pour des histoires qu'on n'a pas bien comprises. En premier lieu, la loi qui organise la CENI indique que la CENI contribue à l'élaboration de toutes les lois essentielles qui concernent le processus électoral. Cela veut dire que quand la CENI propose une réforme électorale, elle est dans ce droit de la proposer. Et maintenant, si elle propose une réforme qui touche un article de la Constitution, qu'est-ce que la CENI doit vérifier? Elle doit vérifier si sa proposition ne concerne pas l'article 220 de la Constitution. Et ayant vérifié cela, elle peut proposer une réforme, comme tout citoyen peut proposer une réforme. Mais lorsque la CENI propose une réforme sur un article révisable de la Constitution, est-ce qu'elle viole la Constitution? Non. Ce n'est pas le rôle qui vous a été assigné par la... Non, ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand la CENI propose des réformes, une réforme peut avoir une incidence de révision constitutionnelle. Parce que c'est elle qui propose. Elle propose des modes de scrutin, elle propose ceci ou cela. Vous ne pouvez pas l'empêcher de proposer un mode de scrutin. Si elle trouve que ça aide à améliorer le processus électoral en RDC. Et donc, quand elle propose, son travail s'arrête là. Quant à savoir sa proposition, si elle sera prise en compte, oui ou non, il faut aller lire l'article 218 de la Constitution. Et l'article 218 dit ceci. Lorsqu'elle lance un débat là-dessus, 100 000 signatures de citoyens peuvent amener le Parlement à en décider de l'opportunité. Le président de la République aussi peut demander. C'est ce que dit la Constitution. Chacune des deux chambres du Parlement peut demander. Mais la Constitution verrouille tout. Pour que ça passe, il faut encore que les deux chambres réunies en décident de l'opportunité. Et après, ça doit être soumis soit à un congrès, soit au référendum. Donc ça veut dire que la Constitution elle-même a prévu ce qu'il faut faire. Je ne dis pas que nécessairement il faut changer la Constitution pour la changer. Mais dans notre domaine électoral, le processus électoral commence par la période post-électorale qui indique un certain nombre de recommandations venues des missions d'observation, lesquelles recommandations vous amènent à demander des propositions et qui amènent à voir s'il y a une réforme importante ou pas. Alors, j'aimerais bien d'abord qu'on fasse justice à la CENI. La CENI n'a fait que son devoir. On peut être contre sa proposition ou pour, du reste, elle a demandé des avis et considérations. Alors, au lieu de faire de faux débats là-dessus, il vaut mieux que les gens s'expriment. Nous ne voulons pas l'hypothèse 1 que vous avez proposée, nous voulons l'hypothèse 2, où nous avons d'autres alternatives. C'est cela le débat démocratique. Le débat démocratique n'est pas à inventer des faux débats stériles, mais c'est à contribuer. Quel mal la CENI a fait de pouvoir demander à tout le monde de participer au débat démocratique et de donner leurs avis et considérations, parce que c'est une institution d'appui à la démocratie. Et donc, quand une institution d'appui à la démocratie vous amène à un débat, vous la condamnez de vous permettre de vous exprimer.
Mais alors, Monsieur l'abbé, sans vous couper la parole, et ce débat, ça a suscité effectivement le débat. C'est le rôle, selon ce que vous dites, le rôle technique de la CENI à proposer cela. Mais il s'avère que ces propositions, la grande majorité s'exprime pour dire que ces propositions ne valent pas la peine jusqu'à la preuve du contraire. Et je voulais ajouter, puisque j'avais parlé de deux articles, il y a aussi l'article 197 qui parle de mode de scrutin. Vous avez proposé dans votre feuille de route d'élections locales en suffrage indirect. Et compte tenu de la situation géopolitique du Congo, avec tout ce qu'il y a comme risque de corruption, comme risque d'intimidation, croyez-vous que cette réforme a besoin d'être pour le moment? Bon, d'abord, je voudrais vous indiquer que faut éviter de dire toujours que la majorité. Parce que la consultation peut vous réserver des surprises. La CENI a l'avantage, c'est qu'elle a touché toutes les couches de la population, au moins leurs leaders. Et elle continue. C'est trop prématuré de penser que celui qui fait plus de bruit s'appelle la majorité. Non, vous pouvez faire plus de bruit et ne pas former la majorité. À l'analyse des réponses des uns des autres, nous saurons ce que dit la majorité. Parce que souvent les gens veulent s'arroger une majorité de force. Je vais vous dire que c'est curieux que parfois ceux qui parlent de la proposition de la CENI, je constate qu'ils ne l'ont pas lu. Parce que s'ils la lisaient, ils comprendraient que c'est une proposition beaucoup plus structurée et construite qu'on ne le pense. Et qui ne vient pas, en aucun cas, de l'instrumentalisation politique. La proposition, d'abord, elle est ouverte. Nous sommes en train de discuter des arriérés électoraux qui, si on ne veut pas les résoudre de manière durable, vont continuer. Donc la question n'est pas de savoir est-ce que nous devenons des sapeurs-pompiers pour simplement résoudre les arriérés qui ont eu lieu, mais c'est de savoir est-ce que le système électoral congolais va fonctionner de manière régulière plutôt. Parce que si ça fonctionne de manière régulière, alors on n'aura plus d'arriérés électoraux. C'est ça le vrai problème. Comment faire pour que, en ayant réglé les arriérés électoraux actuels, plus tard, il n'y en ait plus? C'est ça un peu ce qu'on appelle une résolution d'un problème de manière durable. Et dans cette recherche de durabilité, la CENI est le technicien qui interroge le système électoral congolais et qui indique qu'est-ce qu'il faut faire. Nous vous disons, il y a deux possibilités de résoudre ce problème. Vous vous focalisez sur l'une des possibilités, parce que c'est ce qui arrange peut-être les gens. Il y a moyen de faire en sorte que les élections urbaines, municipales, locales commencent, quoi qu'il en soit, dans les deux propositions. Parce que c'est important que les électeurs puissent élire leurs dirigeants de proximité. Ce que nous appelons intellectuels ou acteurs politiques ne doivent pas de manière égoïste prendre en otage le peuple congolais et penser que ce sont leurs intérêts seuls qui comptent. La population congolaise a aussi ses intérêts. Et donc, lorsque... Elle enlève maintenant cette population. Non, je vais y arriver. Non, je vais y arriver. Et lorsque la CENI dit rendre possible les élections urbaines, municipales et locales, et que les gens disent non, ajournons-les pour nos propres intérêts, la CENI doit suivre quoi? Doit suivre la loi. Ça, c'est le premier élément. Donc, il est clair que la CENI vous dit on commence par les élections urbaines, municipales et locales. Maintenant, dès que tu commences par ça, tu as la pression de 2016. Tout le monde dit aussi qu'il faut que les élections aient lieu en 2016. Mais personne ne dit comment ça va se faire. Ça, c'est votre rôle. Alors laissez-nous dans notre rôle et nous vous disons comment ça peut se faire. Voilà pourquoi nous disons le volume de l'organisation des élections urbaines, municipales, locales est un volume très, très important. 7275.
circonscription électorale. Allez demander à tous les experts électoraux du monde. Ils vous diront que si vous avez une telle élection, il faut l'organiser seul. Si vous êtes sérieux. Vous ne pouvez pas prétendre que vous allez les combiner avec les autres, puisque même ceux qui ont plus de moyens que nous organisent quand même leurs élections locales séparément des autres élections. Alors qui sommes-nous? Nous qui n'en avons même pas souvent les moyens d'essayer de voir comment. On ne vante pas la roue dans le domaine. Nous sommes dans un domaine important où il faut quand même parler des choses de manière rigoureuse. Maintenant, dès lors que nous avons dit ça, on vous donne deux possibilités. On vous dit prononcez-vous. Premièrement, si vous tenez à ce que ça soit au scrutin direct, on l'organise avec le scrutin de 2016. Puisque c'est possible d'organiser le même jour élection présidentielle, élection des députés nationaux et élection des députés provinciaux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la circonscription pour les deux dernières élections législatives est la même. C'est le territoire et la ville. Et donc c'est plus facile de faire ça dans ce cadre-là. Et bon, alors déjà vous dites, mais évidemment, on a assez vu les sénateurs, on a assez vu les députés provinciaux, on a assez vu les gouverneurs et vice-gouverneurs. Alors s'il en est ainsi, et que vous pensez qu'il faut organiser coûte que coûte ces élections à 2015, eh bien nous ne serons pas les premiers à avoir des élections indirectes dans notre vie. Dans ce cas-là, nous vous proposons que l'élection des députés nationaux soit faite au suffrage indirect par les élus locaux, conseillers de communes, conseillers de chefferie, conseillers de secteur. Mais que par le fait même, on améliore l'élection du gouverneur des provinces et des sénateurs. Tout le monde ne parle pas de ce deuxième aspect. Donc chacun parle de ce qui l'intéresse. Aujourd'hui, c'est nous gardons le système que nous avons. Tout le monde constate. Et les missions d'observation de ces élections en témoignent que les gouverneurs sont mal élus. Parce que le nombre de leur électorat est insuffisant. Ils sont élus par les plus petits par une trentaine de personnes et le plus important par 90 personnes. Nous vous proposons que désormais, il soit élu le même jour sur l'ensemble des provinces par un électorat dont le minimum est au moins 1000 personnes. Et que l'élection se passe à la même heure. On puisse élire et les députés provinciaux, et les gouverneurs, vice-gouverneurs, et les sénateurs. Ça veut dire que nous améliorons l'élection du gouverneur des provinces. Alors je vais vous poser la question. Qui dirige la province aujourd'hui? Si ce n'est le gouverneur. Si nous améliorons son élection et que nous rendons la gouvernance provinciale redevable de la gouvernance locale par son corps électoral, ce n'est pas la démocratie qui avance. Parce que le débat doit être d'abord un débat démocratique. Donc nous améliorons l'élection du gouverneur, des sénateurs et cette légitimité du député provincial. Mais le député provincial, il garde ses prérogatives constitutionnelles. Il est toujours législateur. Donc l'Assemblée provinciale, elle est toujours, donc, elle a son rôle législatif, elle a son rôle de contrôle du gouvernement provincial et de la motion de défiance. Ça veut dire qu'en clair, à terme démocratique, nous rendons le gouvernement provincial redevable à la fois de l'Assemblée provinciale et des assemblées locales. Et c'est une avancée démocratique importante. Donc ça vaut la peine. Quand vous me dites est-ce que ça vaut la peine, je vous dis ça vaut la peine. Maintenant, je termine par le dernier élément. Vous me dites, oui, mais ça touche l'article 197, ça ne touche pas que l'article, ça touche l'article 107 aussi. Ça touche donc le corps électoral des sénateurs, le corps électoral des gouverneurs. Ça touche 3 articles de la Constitution. Alors, allez vérifier ces 3 articles de la Constitution que ça touche. Vous verrez que ce sont des articles révisables de la Constitution. Et donc, lorsqu'un citoyen propose une réforme constitutionnelle qui touche des articles révisables de la Constitution, on peut ne pas être pour, on peut être contre, mais on ne peut pas prétendre, si on est
on respecte les règles de jeu, que c'est une violation de la Constitution. Voilà, donc je vais vous dire que cette réforme électorale est possible. Et de toute façon, comment se passent les autres réformes électorales dans le monde? Vous pouvez vous poser la question. Comment les Français sont passés d'un septennat à un quinquennat? Par un coup de baguette magique. Donc les gens doivent regarder d'abord quel est le fondement même de la proposition. Je ne dis pas qu'ils doivent l'adopter. Ils peuvent la rejeter. C'est aussi démocratique. Mais attention, n'utilisons pas de gros mots. La CENI viole la Constitution, propose des dispositions anticonstitutionnelles. Non. Mais étant de la diaspora, il y a quand même plusieurs préoccupations qui rongent cette diaspora. Et avant que je n'arrive là au rôle de la diaspora, personne ne vous conteste vos mérites d'experts et vos mérites intellectuels. Mais nous voulons focus un peu sur les critiques qui fusent à vous en tant qu'organe, organisateur des élections. La première critique, c'est que le fichier électoral de 2011, jusqu'à maintenant, les gens ne savent pas. On a dit, oui, il y a eu audit, mais nous allons sur le site de la CENI, on ne voit pas. Il y a eu audit à quel niveau et quels sont les acteurs qui ont participé à cet audit? Puisqu'on nous parle de 32 millions d'électeurs qui existent. Est-ce que par raison de transparence, parce que nous avons reçu ici, dans cette institution, le pasteur Ngoï Moulouna l'année passée, qui nous a promis monde et merveille. Bon, c'est une très bonne question. Moi, je pense d'abord que parfois nous parlons des histoires, nous voulons brûler les étapes. Quand une institution remplace une autre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait d'abord un état des lieux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un diagnostic et elle fait un audit interne. Il y a une confusion entre l'audit interne et l'audit externe. Ouais. Tout ce que vous dites là, c'est l'audit externe. Mais vous faites l'audit externe quand vous avez achevé un certain nombre de travail. Vous ne faites pas l'audit externe sur le néant. La CENI a fait un audit interne et elle a recruté des experts nationaux et internationaux reconnus comme étant de ce domaine-là de compétences. L'idée, c'était de pouvoir voir quelles sont les actions importantes à faire sur le fichier électoral. À l'issue de cette réflexion-là, la CENI a pris la décision la plus radicale qui soit. Cela veut dire, ce n'est simplement de vouloir corriger quelques éléments, mais c'est rapatrier à Kinshasa tous les kits d'enregistrement des électeurs, tous les CD-ROM, et la fiche manuelle d'identification de chaque électeur qu'on appelle F01. Ça vous montre le boulot que la CENI est en train de faire. Et elle va, sur cette base, regarder les éléments à corriger dans le fichier. Quand elle aura fini ce travail-là, elle va demander qu'un audit externe de ce fichier indépendant soit fait. Attention, l'audit externe ne se fait pas par les acteurs politiques. Moi, je vois des gens qui disent nous allons aller auditer nulle part dans le monde. Ça veut dire que de manière consensuelle. Non, ça veut dire que de manière. Non, ça veut dire que de manière consensuelle, nous allons nous mettre d'accord quelle est la maison dont on reconnaît cette expertise. Quand je dis consensuelle, avec les acteurs politiques, avec les acteurs sociaux. C'est la raison pour laquelle la CENI est en train de mettre en place le cadre de concertation. Comité de liaison avec les partis politiques. Cadre de concertation, on en a parlé ici. Éducation civique et électorale et observation électorale. Cadre de concertation avec les femmes, avec les jeunes, avec les professeurs d'université, avec tout le monde. Nous faisons de larges cadres de concertation pour permettre que, le moment venu, on va dire, de tous les
les maisons expertes dans le domaine que vous connaissez. Quelle est la maison que vous voulez pour qu'elle fasse l'audit externe du fichier? Et elle conduira l'audit externe du fichier électoral. Voilà les étapes. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Oui, maintenant, quand vous parlez du website, oui, le website, nous sommes d'abord préoccupés par beaucoup d'actions. Le website est en reconfiguration. D'ici là, vous le verrez dans sa nouvelle reconfiguration et vous aurez des informations telles que vous voulez les avoir. La diaspora congolaise se voit exclue de ce processus électoral. Vous étiez là en 2016. 2006, je m'excuse. Et cette diaspora n'a pas participé aux élections. On a connu des pays ici, nous vivons ici aux États-Unis depuis plus d'une quinzaine d'années. On a vu des pays, alors des pays sous guerre impossible, mais que leur diaspora participe au processus électoral. Et en 2006, la diaspora n'a pas voté. En 2011 non plus. Tout cela, c'est des lois qui ont été proposées, qui apparemment ont changé des articles de la Constitution. On est passé de 2 tours aux élections à un seul tour. Cette diaspora a l'impression que cette Constitution commence à se tailler à juste mesure. Alors, lisant votre feuille de route, nous ne voyons pas quelle est la place de cette diaspora qui n'est pas moins congolais que ceux qui sont au Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Labbé peut nous dire, la diaspora congolaise peut-elle participer aux élections, au vote, et sous quelles conditions? Bon, d'abord, je pense que la CENI n'est pas contre la diaspora, loin de là. Non, loin de là. D'abord, ce n'est pas la CENI qui exclut. La CENI n'est pas législateur. Nous proposons, mais dans de certaines conditions. Maintenant, pour répondre tout droit à votre question, vous évoquez d'autres pays, mais vous oubliez qu'en RDC, il y avait la crise de l'état civil. Les pays que vous évoquez, même quand elles sont en guerre, elles ont déjà un système d'état civil. Quand vous me dites la condition, la première, celle-là. Bonne nouvelle, nous travaillons d'arrache-pied. Et la CENI a poussé le gouvernement à cela, que soit mis en place un recensement administratif qui va concerner tous les Congolais, toutes les Congolaises, partout où ils sont. Ce recensement administratif qui se fera selon l'engagement même du gouvernement, parce que ce n'est pas le CENI qui doit parler à la place du gouvernement, avant les élections de 2016, est la base sur laquelle la diaspora pourra voter. Et donc le débat va avoir lieu quand? Vous savez que quand on commence le vote à l'extérieur, ça porte d'abord en priorité sur les élections nationales. Donc les élections qui concernent le président de la République et les députés nationaux. Je vous ai dit tout à l'heure dans la conférence que la CENI a proposé 3 projets, un système de 3 lois au lieu d'une seule dans laquelle on met tout. Pourquoi? Parce que justement, le débat que vous évoquez aura lieu lorsqu'on va aborder la loi portant organisation des élections présidentielles et législatives nationales. Il y aura d'abord une loi portant organisation des élections urbaines, municipales et locales. C'est difficile de dire à la diaspora de participer à celle-là. Il y aura une loi portant organisation des élections provinciales et sénatoriales. Alors, la loi qui concerne celle-là. Et je vous dis que maintenant, la voie royale pour que la diaspora participe est tracée. Et les concertations nationales ont insisté aussi là-dessus. Donc la cause que vous défendez est attendue par tous. Et vous aurez la CENI à vos côtés pour rendre ça possible. Donc la CENI
ne doit pas être diabolisé dans la diaspora comme étant les gourous qui vous empêchent de voter. Non. Je pense qu'avec le recensement administratif, maintenant la diaspora pourra voter à l'horizon 2016. C'est une proposition qu'il faudra mettre dans le projet de loi portant organisation des élections présidentielles et législatives nationales. Quant à la Constitution taillée sur mesure, je pense qu'il faut faire attention de ne pas faire porter à la CENI ce qui ne la concerne pas. Puisque vous êtes des acteurs avisés, ayez l'habitude d'interpeller chaque institution quant à ses prérogatives pour savoir qui a fait quoi. Si le Parlement procède au changement de la Constitution, ça ne peut pas être du chef de la CENI de répondre. Sinon, on va faire un débat démocratique biaisé. Et donc, vous pouvez avoir des revendications légitimes, mais posez-les à chaque institution. Mais ça ne peut pas faire partie de vos propositions, puisque apparemment, les élections à un tour arrangeraient la CENI par rapport aux deux tours, par exemple. Non, la CENI ne s'est jamais mêlée à ce débat pour savoir ce que ça arrange d'un point de vue financier. Les arguments financiers ne tiennent pas, ça tient à autre chose. Pour la simple raison que vous avez vu en 2006 comment on a pu arranger ça. On a organisé les élections provinciales nationales avec le premier tour et les élections provinciales avec le deuxième tour. Donc l'articulation des élections est possible. Donc l'opportunité des débats sur la Constitution, encore une fois, je pense qu'on doit interroger la Constitution. C'est elle-même qui peut porter les germes des problèmes quand elle vous dit voici les articles qu'on ne peut pas toucher et voici les articles qu'on peut toucher. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand on touche un article qu'on peut toucher, le débat, est-ce que c'était opportun? Est-ce qu'on est d'accord avec? Mais on ne peut pas dire qu'il y a violation de la Constitution. Encore une fois, c'est ça le vrai débat démocratique qu'il faut faire sur la Constitution. Elle-même se régule. Elle se régule. Je ne dis pas que, comme quelqu'un dit ici, qu'à chaque élection, il faut nécessairement changer. Mais si on ne veut pas qu'à chaque élection, on change, alors une fois pour toutes, il faut qu'on accepte un débat démocratique sur les réformes électorales. Et donc, c'est très important qu'on puisse dire quel est le débat démocratique sur les réformes électorales et comment on peut le faire de manière solide, parce que à chaque fois, vous dites, bon, oui, ça on peut faire, mais quand ça nous arrange, il faut le mettre. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que l'élément le plus important, c'est de ne pas violer la Constitution. Et la CENI ne sera jamais du côté de ceux qui veulent violer la Constitution. Je suis moi-même un catholique assidu. Dans ma famille, il y a 2 prêtres catholiques, mais j'ai l'impression que l'Église catholique ne vous accompagne pas dans le travail que vous faites. Et l'Église catholique a été plus critique dans la proposition de votre nomination ou votre désignation à la présidence de la CENI. On peut dire aujourd'hui que, bon, voilà, M. l'abbé, il évolue comme cavalier seul. Bon, d'abord, je pense que les débats religieux, ce sont les débats qu'il faut animer avec mesure, parce que l'Église a le sens de la mesure. Je vais d'abord vous dire avec la dernière énergie, je suis un prêtre catholique du diocèse de Butembo-Beni. Je suis donc un prêtre diocésain. En cette matière, l'Église peut m'interpeller, comme il interpelle tout chrétien. Il ne faut pas que ça soit instrumentalisé par les gens comme si c'était la fin du monde, non. Et alors, lorsque l'Église m'interpelle, c'est pour que je puisse faire bien mon travail, pour que je puisse mieux faire. Il ne faudrait pas que les gens s'en emparent. Parce qu'aujourd'hui, j'apprends que les gens vous disent « je ne suis plus prêtre ». Non, depuis quand? C'est faux. Que l'Église catholique ne m'accompagne pas, c'est faux. Parce que comme vous le savez, quand les évêques se prononcent sur la feuille de route, c'est qu'ils accompagnent le processus. Alors, que leur avis ne soit pas le même avis que celui de la CENI. Mais quand la CENI demande des propositions,
Elle ne cherchait pas l'unanimisme. Elle ne cherchait pas que les gens nécessairement disent. Là, on a posé des questions et les évêques ont donné leurs avis. Nous voulons ceci plutôt que cela. Vous comprenez? Et je pense que aussi, nous travaillons en tout cas bien avec la Commission épiscopale Justice et Paix, qui est même déjà engagée dans l'observation long terme des élections. Donc je voudrais dire que cette question-là, laissons la question religieuse à ceux qui en ont l'expertise. Si l'Église a d'autres dispositions à prendre à ce qui me concerne, elle me le fera connaître par la voix de l'Église. Et je ne pense pas que ce soit tout le monde qui puisse penser qu'il aura un mot à dire quant à ma condition de prêtre. Et je vous informe que l'Église, elle est millénaire, elle a une tradition séculaire et elle est régulée et elle agit comme mère et éducatrice. Hein? Est-ce que vous connaissez la cyclique de Jean 23? Mater et magistra. L'Église est mère et éducatrice. Si elle éduque son fils, à quoi il y a de mal? Donc moi, je ne suis pas la personne qui va vous dire que je vais me froisser si les évêques m'interpellent. Je suis leur fils. Les évêques ont le droit de m'interpeller là où elles trouvent qu'il y a un problème. Et cela est capital dans le travail à faire. Mais ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas dévier les débats démocratiques, commencer à faire des débats de personnalisation de personnes. Je dirige une institution d'appui à la démocratie qui s'appelle la CENI. Est-ce que la CENI, de ses actions, de ce qu'elle fait, la personnalisation, c'est un relent de la dictature. Et à la CENI, il n'y a pas d'autocratie. À la CENI, il y a une assemblée plénière de 13 membres qui délibèrent et qui est l'organe de décision. Et moi, je suis là pour dire voici la décision. Alors, avant de clôturer notre conversation avec l'abbé Apollinaire Malou Malou, nous étions obligés de lui poser cette question. Pouvez-vous, monsieur l'abbé Malou Malou, président de la CENI, regarder cette caméra de Bakolo State avec Gary Iwele depuis Washington DC, rassurer à tous ces plus de 70 millions de Congolaises et Congolais qu'en décembre 2016, la CENI va proclamer les élections de présidentielles et que ces résultats seront conformes à la vérité des urnes et reflèteront la volonté du seul peuple. Sachant qu'en 2011, nous avons reçu ici le révérend Ngoï Mulunda qui nous a promis monde et merveille. Écoutez sa réponse. Tous les mécanismes sont pris pour que ces élections se passent bien. Maintenant, la CENI ne demande pas des pétitions de principe, de croix sur parole. Nous verrons à l'œuvre la CENI et elle demande qu'elle soit jugée par les résultats et non par des pétitions de principe ou des procès d'intention. La CENI est ouverte. Quiconque veut voir ce qui se passe est le bienvenu. Et la CENI a même proposé qu'il y ait un cadre de concertation aussi avec la diaspora, comme avec les autres acteurs. À la diaspora de nous dire comment elle est organisée et comment elle pense que ce cadre de concertation peut se dérouler à l'étranger, comme les cadres de concertation qui se passent déjà avec beaucoup d'intensité en République démocratique du Congo. Je répète donc, la CENI est impliquée dans des élections qui seront démocratiques à ce qui concerne son travail. Elle ne s'engage pas pour les autres institutions, ce n'est pas son rôle, mais surtout qui seront crédibles et transparentes. C'est par ce mot que nous mettons terme à cette interview. Merci, M. l'abbé Malou Malou. Je vous rappelle à ceux qui nous suivent que nous avons reçu ici à Washington pour le compte de Bakolo State l'abbé Apollinaire Malou Malou, qui est donc le président de la CENI, la Commission électorale
nationale indépendante qui organise les élections en RDC. Monsieur l'abbé Apollinaire Malo, vous avez ici l'opportunité d'inscrire votre nom dans les annales pures de la démocratie dans notre pays, à la seule condition d'écouter le peuple et faire sa volonté en reflétant la vérité exprimée dans les urnes. Et dans cette seule condition, le Congo de vos ancêtres vous sera reconnaissant. Questions électorales. Une chronique électorale de Bakolosté. Les questions électorales. Changez le Congolais, vous changez le Congo. Soko utabraza Luanda, South Africa, Abidjan, ya Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. Siko yo kanatikeli iyo papa. Onina nanga yo.